On va maintenant recevoir au téléphone Didier Assogba, c'est lui l'administrateur principal du site togobreakingnews.info. Didier, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Didier. Et vous parlez d'Alpha Condé, l'un des facilitateurs de la crise togolaise. Alpha Condé a encouru contre le pouvoir de Lomé II, c'est vrai? Nous aussi nous nous posons la question. Parce que ce sont des informations qui nous sont venues de Conakry, notamment de la délégation de leaders de l'opposition qui ont pris part aux travaux de consultation et de médiation qu'il y a eu le lundi dernier à Conakry dans le sens de la résolution de la crise togolaise. Nous nous posons cette question parce que ces informations faisaient état de ce que, au vu du rapport que l'opposition a fourni au co-facilitateur guinéen, Monsieur Alpha Condé semble ne pas être véritablement content de la façon dont l'exécution de la feuille de route se conduit au Togo. Et il s'est mis, on a parlé de colère. Et nous nous demandons si réellement Alpha Condé est fâché contre le régime de Lomé. Nous avons relaté un certain nombre de faits. Nous avons parlé également des revendications de l'opposition à cette rencontre. On parle notamment de la libération des personnes encore en détention en lien avec la crise. On parle de la nécessité et de l'importance de la résolution, de la réalisation des réformes constitutionnelles et institutionnelles avant l'organisation des élections. L'opposition qui a également plaidé pour on va dire, reprise totale du processus électoral, notamment le recensement, et une recomposition de la CENI sans leader d'effort de changement. Oui. Un certain nombre de revendications qui a été balayé de revers de la main par la délégation du pouvoir. Et nous demandons si réellement Alpha Condé est contre le pouvoir de Lomé. Nous en saurons davantage parce que une prochaine visite est annoncée, même si cette visite reste en pointillé. D'accord. Très bien. Et parallèlement à tout ceci, vous traitez aussi d'un sujet, l'entourage présidentiel qui réagit et dénonce une diversion de l'opposition. Hein? Oui, vous savez, les deux partis, depuis leur retour à Lomé, la délégation du gouvernement est rentrée à Lomé lundi et la délégation de la coalition est arrivée à Lomé le mardi autour de 22h. Les deux partis ne veulent pas ouvertement se prononcer sur les travaux de Conakry, sans doute parce que ce sont des consignes qui leur ont été données de ne pas dévoiler le contenu des discussions qu'ils ont eues avec le président guinéen. Fait majeur également, aucune des délégations n'est au courant de ce qui a été dit à l'autre. Notamment, on sait que la délégation du pouvoir la délégation de la coalition a été reçue en premier et a échangé avec le président guinéen et lui a exposé les faits et la situation actuelle de la mise en œuvre de la feuille de route qui, selon elle, est mise de côté par le pouvoir de Lomé. Et après, la délégation gouvernementale conduite par le ministre Gilbert Bawara et composée notamment des ministres Payado Aboupessi et Damham Yark, a été reçue par la suite et chacun a fait son rapport et le président guinéen a dit à chacune des parties sa vérité sur les faits. Et il était prévu, selon les informations, une séance plénière de confrontation entre les deux parties, mais cette séance n'a pas eu lieu parce que les ministres togolais qui parlaient d'agenda chargé étaient revenus à Lomé donc le même jour parce qu'il n'était pas prévu qu'ils y restent longtemps. Et donc, chacune des délégations aucune des délégations n'est au courant de ce qui a été dit à l'autre délégation. Mais comme on parle de colère de Alpha Condé contre le pouvoir de Lomé et de la décision de reporter les élections, de reprendre le processus, on pense du côté présidentiel, notamment dans l'entourage de Faure Gnassingbé, que ces informations distillées
par certains membres de la délégation d'opposition reste une façon de faire diversion pour donner un peu de courage à leur public, à leurs militants et sympathisants dans la perspective de la relance de la lutte politique. Et on pense que Faure Gnassingbé et son homologue guinéen entretiennent de très bonnes relations et que les facilitateurs comprennent la nécessité pour le gouvernement togolais de prendre ses responsabilités parce que l'opposition a décidé de faire blocage à l'exécution de la feuille de route. C'est ce qui est dit de l'autre côté et là, on nous annonce qu'un certain nombre d'actes seront posés entre ce jeudi et demain vendredi pour situer l'opinion et situer un peu la communauté internationale sur la conduite à tenir, notamment par rapport à la tenue des élections le 20 décembre ou pas. D'accord, très bien. Dans tout ça, ce qui est curieux, c'est que même la commission de la CEDEAO n'a encore rien dit jusqu'à ce matin. Parlons de la corruption, puisque vous l'évoquez, la NCE Togo qui, elle, planifie, on va dire, ou amplifie la sensibilisation. Hein. Oui, vous savez, la corruption au Togo était jusqu'à il y a quelques jours un problème majeur, un fait endémique qui gangrène l'économie togolaise, même si depuis quelques 2 ans déjà des efforts ont été faits pour la maîtrise de la corruption et son éradication, on va dire. La corruption est un problème, est un phénomène qui a la peau dure et qui refuse complètement de partir. Il y a une autorité pour la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées qui mène depuis quelque temps des activités. Une campagne, une tournée nationale a été lancée il y a peu par le Premier ministre Selom Klassou pour sensibiliser, lutter contre la corruption. C'est dans ce cadre notamment que l'ONG ANCE Togo également a lancé une croisade contre la corruption et a regroupé une 50aine d'acteurs publics et du privé de la société civile impliqués directement ou non dans la lutte contre ce phénomène pour les outiller, leur donner les astuces devant leur permettre de prévenir et de lutter contre l'économie togolaise. Vous savez, comme je le disais, malgré les efforts fournis par les autorités, les classements au niveau mondial ne sont toujours pas favorables pour le Togo, qui reste tout de même un des pays les plus corrompus au monde. Nous espérons que ces initiatives des autorités et également des associations de la société civile permettront sérieusement de maîtriser un tant soit peu ce phénomène-là. Il y a un rapport qui a été fourni par le conseil d'administration du Millennium Corporation Challenge dans lequel le Togo s'est inscrit depuis quelques années avec le gouvernement américain. Ce rapport félicite le Togo pour la maîtrise de l'indice, félicite le Togo pour le grand pas au niveau de l'indice maîtrise de corruption. Nous pensons que des actions vont se multiplier et au haut niveau et postes élevés, la corruption sera maîtrisée pour que l'économie togolaise en bénéficie notamment. Très bien, écoutez, on lira tous ces sujets sur votre site togobreakingnews.info. Didier, merci beaucoup. Merci Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous et aux auditeurs également. Très bien, à bientôt. À bientôt. Et l'homme à Tissobé. Et l'homme, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Avec vous, nous ne continuerons pas parler politique avec les législatives du 20 décembre prochain. Du cash pour les candidats, qu'est-ce que c'est encore, Elom? Oui, c'est une information que nous donnons dans notre parution du jour. Vous savez, comme en 2013, lors des élections législatives, pour le compte des législatives prochaines, c'est-à-dire les joutes électorales du 20 décembre prochain, comme fixé par la feuille de route de la CEDEAO, les candidats devraient pouvoir bénéficier d'une subvention de l'État et comme ça se fait depuis quelques années déjà lors des consultations électorales. En 2015 également,
chaque candidat a eu à bénéficier d'une subvention pour pouvoir amortir certaines dépenses liées à la campagne électorale, au déploiement des délégués dans les bureaux de vote, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2013, ça a également été le cas. Maintenant, en 2018, pour le compte des prochaines législatives, nous avons appris, la Nouvelle Tribune a appris que les candidats aux prochaines, à ces élections plutôt, devraient pouvoir bénéficier d'une subvention de l'État pour pouvoir mener à bien leur campagne et faire le déploiement de leurs observateurs et mener à bien le processus. Et donc, pour avoir une idée du montant, nous allons convier les lecteurs à s'acheter ou à acheter plutôt le journal ce matin dans les kiosques pour avoir une idée du chiffre qui est disponible pour chaque candidat dans le cadre des prochaines élections législatives comme aide de l'État ou subvention de l'État par rapport à ces joutes électorales. Alors l'article c'est à la page 3 qu'on le retrouvera. Et puis enseignement supérieur, deux instituts illégaux qui sont fermés aujourd'hui, Elom. Oui, nous avons obtenu deux communiqués, reçu deux communiqués du ministère de l'Enseignement supérieur portant fermeture de deux instituts de formation dans le domaine de l'enseignement supérieur, et donc un communiqué en date du 31 octobre dernier et un autre communiqué en date du 2 novembre. Et donc le premier communiqué fait état de la fermeture de l'institut dénommé American Institute of Africa, qui est plutôt situé dans la cité OUA à Lomé et qui ne disposerait d'aucun agrément, ce que le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, et qui précise par ailleurs procédure entreprise à ce jour en vue de la régularisation de la situation de ces établissements ont échoué. Et donc, à cet effet, une injonction de cessation provisoire d'activité a été signée le 4 octobre 2018 par le ministère et a été notifiée aux responsables de cet institut. Donc, le ministère a invité les populations et le public à ne pas se fier ou à faire recours au service de cet institut et à ne pas plutôt envoyer les élèves dans cet établissement parce que cet établissement n'a pas respecté les démarches légales de création d'une école ou d'un institut de formation universitaire. Même chose dans le cas de l'Institut universitaire de sciences sociales et de gestion, dénommé USSG, qui a diffusé des séances ou des spots publicitaires tendant à accréditer l'idée qu'il est une institution légalement constituée et en règle avec l'État, alors que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche précise que cet institut ne dispose d'aucun agrément pour assurer des formations supérieures. Et donc, pour mettre fin à cette situation illicite, il y a eu une descente du terrain du ministère pour constater l'illégalité de ces instituts qui continuent d'opérer dans la clandestinité. Et donc pour ces deux instituts, sommation est faite pour eux de fermer les portes jusqu'à nouvel ordre, car ne disposant pas d'agrément. Et donc nous relevons cet article, ce sujet dans notre parution du jour pour permettre aux étudiants, aux parents d'élèves de pouvoir savoir à quels établissements s'en tenir ou à quelle école universitaire s'en tenir dans le cadre de l'inscription de leur voix. D'accord, très bien. L'article là c'est à la page 3 toujours, et puis vous parlez également de l'optimisation des recettes fiscales avec Cotecna qui lance une solution de pointe en matière d'imposition foncière et immobilière, et vous en parlez aussi. Oui, on l'évoque également. Vous savez, l'optimisation des recettes fiscales est une priorité au niveau de l'OTR, du gouvernement de l'État togolais dans son ensemble. Et donc, l'entreprise, l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la certification et de l'analyse Cotecna, lance maintenant une solution de pointe en matière d'imposition foncière et immobilière. Et donc, cette solution de pointe se dénomme Atlas. C'est une technologie de dernière génération et qui aide les autorités à optimiser, je l'ai dit tantôt, les recettes fiscales foncières de façon rentable. Et donc, on sait que dans tous les pays, l'impôt immobilier représente une précieuse source de revenus pour les gouvernements, mais souvent, ces gouvernements ne disposent pas de ressources adéquates pour en tirer pleinement parti. Le sujet fait débat également au Togo quand on veut payer les taxes foncières.
le contribuable se pose souvent la question de savoir la base sur laquelle sa taxe foncière est calculée. On a participé à plusieurs ateliers sur le sujet également, et donc aujourd'hui la solution Pecotecna lance dans tous les pays dans lesquels elle est implantée, où elle est implantée en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir mettre à la disposition des gouvernements la solution Atlas pour leur permettre d'optimiser les recettes fiscales. Donc cette solution de compte offre notamment les avantages liés à la hausse des recettes fiscales grâce à une juste évaluation des biens fonciers et une perception fiscale optimisée, des prévisions et recettes basées sur des informations fiables, et il y a un haut niveau de compliance et mécanismes de mise en application efficace, et puis une sensibilisation accrue du public à l'importance de la fiscalité immobilière. Et donc voilà à peu près ce que Cotecna met à la disposition des gouvernements dans tous les pays dans lesquels elle est implantée comme solution pour optimiser les recettes fiscales immobilières. Très bien. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal, la Nouvelle Tribune, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Eloma Tshisekedi. Merci, Eric, et très bonne journée à tous les passagers du taxi. Bonne journée à vous également. Merci beaucoup. Et nous accueillons maintenant le patron de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, Loïc Lawson. Loïc, bonjour. Bonjour Régieto et bonjour à tous nos amis auditeurs de la 93.1. Vous ne n'êtes pas trompé. Merci de faire référence à notre fréquence, Loïc, ce matin. Et dans votre éditorial, vous parlez du boycott. Alors dites-nous, après le boycott, il se passe quoi? Mais c'est la grande question, Régieto. Oui. Et après le boycott, qu'est-ce qui va se passer? Et on était là à attendre des résultats de Conakry, c'est-à-dire que tout le monde sait que les protagonistes pour vacances étaient à Conakry en fin de semaine dernière. Et ils sont tous rentrés. Et aucun des deux partis n'a officiellement dit ce qui s'est passé. Personne ne veut parler. Et pire encore, la facilitation même n'a pas pu répondre un communiqué ou bien un relevé de conclusion. Et nous nous demandions à cette allure, et telles que vont les choses, ça veut dire tout simplement que l'opposition à Conakry n'a pas eu des résultats assez probants. Le pouvoir sans doute aussi n'en a pas eu. Nous disions sûrement que le facilitateur, embarrassé par la situation du Togo et sa complexité, n'a même pas pu arriver, on aurait pu arriver à la faire avec un relevé de conclusion, à prendre un relevé de conclusion. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a eu un recensement. Je ne sais pas s'il est partiel, s'il est global, mais auquel ce que je sais et que tous les Togolais savent est que l'opposition togolaise, dans sa majorité, a demandé à la population de boycotter. Et ce que moi je sais, ce que nous savons tous, c'est que la question c'est est-ce qu'un recensement se boycotte? Et quand tu lis l'histoire des faits politiques, habituellement, l'histoire nous apprend qu'on ne boycotte pas un recensement, mais qu'on boycotte un vote. C'est-à-dire, quelles que soient les divergences avec sa majorité en place, on a l'habitude, on dit, quand tu suis l'histoire avec les politiques, aux populations, allez vous recenser, allez prenez vos cartes en main. Maintenant, à la fin, on peut dire aux populations, attendez notre conseil pour le vote. C'est-à-dire, à la fin, on peut dire à la population, n'allez pas voter. Mais dans le cas de la C14, on a dit à la population, n'allez pas prendre une carte. Et on sait que que ce mot d'ordre a été suivi largement. Alors nous nous demandions comment la C14 fera maintenant qu'elle a demandé boycott et qu'au niveau des facilitateurs aussi, ou bien du pouvoir en place, on n'entend pas reprendre ce recensement. Oui. C'est une question qui semble banale, mais qui continue par trottiner la tête de tous ceux qui, en tout cas, souhaitent voir le Togo changer ou avoir notre visage Togo. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre éditorial, c'est à la page 3 qu'on le retrouvera. Hier, c'était le patron du journal La Manchette, Sylvestre Béni, qui s'adressait à Tikpi Salifou à Tchadam. Ce matin, c'est vous, Loïc Lawson, qui vous adressez donc au président de la République Fort et Sozimna Nyasingbe. C'est votre note au président. Les écueils et autres obstacles sur le chemin du PND, c'est ce que vous lui faites savoir. Hein?
Oui, mais tu sais, moi, je me dis que ce programme, ce fameux programme PND, je crois que ça doit être la chose la plus dont la presse, la société civile, en tout cas les populations togolaises dont on parle le plus ou parlera le plus. Oui. La chose qui va animer autant les débats, le sujet qui sera au cœur de tous les débats, parce qu'il s'agit de notre développement, il s'agit de notre plan national de développement. Bien sûr. Si tant est tel que, depuis un certain temps, le gouvernement togolais ne cesse de multiplier, tout le monde le sait, des programmes de développement très ambitieux, montés dans les règles de l'art irrigateur. Sauf que dans ce projet ne semble pas aboutir pour la plupart. Ces projets, pour la plupart, n'ont pas eu de résultats concrets sur le terrain. On peut citer entre autres le DSRP1, le DSRP2, la SCAP, le PASA, le PRIASA, le Togo Vision 2030, puis maintenant le Programme national de développement. La question qui nous est posée et sur laquelle nous revenons après notre riche débat de vendredi dernier, oui. C'est qu'est-ce qui fait que tous ces plans ne vont pas jusqu'au bout ou ne requièrent pas les résultats qu'on attend d'eux? La grande question, c'est celle-là. Et quand tu tournes et tu poses la question à tous les spécialistes, ils sont unanimes d'une chose, si ça ne marche pas, c'est parce que la mauvaise gouvernance a pris 10 galons au Togo et que la corruption est venue aussi occuper une très grande place. Alors, la question c'est, écoutez, oui, nous avons le plan de développement. Ok, comment ça pour qu'il aboutisse? Monsieur le Président de la République, pour que ce plan aboutisse, combattez la mauvaise gouvernance, combattez la corruption. D'accord. Faites la promotion de la bonne gouvernance, Monsieur le Président. Parce que vos discours, vous avez vos alliés partout dans le monde, avec vos bonnes idées, aucun investisseur ne prendra le risque de vivre dans un pays où en plein jour, on braque des commerçants dans un marché, ou du moins au cœur névralgique de la ville, de la capitale, c'est-à-dire l'aéroport, et on ne retrouve pas jusqu'à ce jour en tout cas, les auteurs de ce crime. Et ça s'est passé une fois, deux fois. Il y a plusieurs incendies du grand marché pour lesquels on n'a jamais tombé. Les auteurs. Tu penses honnêtement qu'un investisseur qui a tout, qui fait tout pour sérieux, comme Alibaba, comme Siemens, qui prend le temps d'aller se renseigner au niveau des décisions internationales par rapport, quel que soit le pouvoir des affaires que vous avez mis en place, tant qu'ils savent qu'il y a des problèmes de ce genre, et puis la justice. Parce que tout le monde encore en mémoire comment Jacques Dupuy, avec son président, a tué ce pays. Or, tout le monde sait comment ça s'est passé. Quand c'est des indices qui n'amènent pas les investisseurs à avoir confiance. Alors, pour que le président de la République, son message puisse passer, il faudrait qu'il tienne le terreau par les cordes. Il faudrait qu'il combatte là. Il commence par désintéresser autour de lui. Parce que tout le monde est fait dans ce pays. Il y a des ministres du chef de l'État, il y a des directeurs généraux dans son administration qui, lui, toujours sont au cœur des scandales financiers. Seconde chose, pour que ce pays de démarche obligatoire, on a dit encore, c'est une fois coûte qui coûte, qu'on le veut ou non, l'utilité. Voilà un programme national de développement qui est devenu carrément un secret qu'on cache ou dont on ne veut pas divulguer l'essentiel de le contenu du document au Togolais. Un programme national de développement qui jusqu'à ce jour n'a connu que des ateliers avec le secteur privé. Avec le secteur privé. Alors vous disiez, mais attendez, est-ce qu'on peut parler du développement du Togolais sans les Togolais? Où est la société civile? Qu'est-ce qu'elle connaît du plan national de développement? Où sont les étudiants en sciences économiques, bref, tous les étudiants du Togo? Qu'est-ce qu'ils connaissent du plan national de développement? Et le notre ici, et même la classe politique dite de l'opposition, comprend-elle ce plan? Bref, la femme du marché, comprend-elle aussi, comprend-elle le fait du plan national de développement? Le fait qu'il faut divulguer, comme on fait une campagne électorale. Et tout le monde doit savoir que le Togo a un plan. Et nous disons que quand toutes ces deux choses, c'est-à-dire, en amont, la bonne gouvernance, la corruption, la mauvaise gouvernance n'est pas combattue, la corruption n'est pas combattue, et que ce plan n'est pas divulgué à une grande échelle, ce plan, nous craignons qu'il risque de finir
comme tous les autres cours qu'on a eu un condensé de la déléguée, je ne sais pas, 1, 2, 4, et tout ce que vous savez. Donc, c'est une exhortation au président de la République pour lui dire, monsieur le président de la République, oui, au PND, mais il y a certaines écueils sur la route de ce PND qu'il faut essayer de... Bon, d'accord. Ben, écoutez, Loïc, on va lire le reste, hein. Votre adresse, votre note au chef de l'État, on le lira dans votre journal Le Flambeau des démocrates. Il y a un autre sujet sur lequel vous êtes également revenu ce matin, c'est par rapport donc au trafic aérien pour la réduction de l'émission de CO2. Corsia qui décolle là, on va dire. Oui, d'accord. Corsia, c'est ce programme de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation civile internationale. Et l'éditeur qui sait qu'aujourd'hui, quand on parle de développement, le mot revient encore, beaucoup plus, on parle de développement durable. Et pour qu'il y ait développement durable, c'est un développement il faut qu'il préserve l'environnement, qu'il préserve la société dans laquelle nous vivons. Et qu'il n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, le trafic aérien génère une forte pollution que tu ne peux pas imaginer. Une pollution qui influe sur l'environnement et sur le quotidien des populations. Je crois que fort de ce constat, l'OACI, c'est-à-dire l'Organisation internationale de l'aviation civile, a adopté il y a 2 ans un nouveau régime mondial de mesures basé sur le marché pour limiter les émissions de CO2 de l'aviation internationale. Et le ministère de base de décollage pour ce nouveau projet Corsia, parce que c'est assez important, nous trouvons le statut assez noble. Tout le temps, quand on parle de pollution, nous oublions souvent l'aviation civile, on parle beaucoup plus de voitures, et plusieurs fois dans nos débats, dans nos écrits, on a parlé de ces voitures qui viennent au port et que le gouvernement a pris des mesures qu'il n'a pas encore, malheureusement pas encore mis en application pour interdire les voitures. Mais nous oublions qu'il y a au niveau de l'aéroport énormément de CO2 dans les décollages et les atterrissages des avions. Et c'est depuis un temps aussi que l'aéroport de Lobé devient de plus en plus sollicité par des grandes compagnies internationales pour des trafics. Ainsi, Lobé accueille depuis, je crois, avant-hier, elle a eu à accueillir plusieurs pays de la sous-région, entre autres la Côte d'Ivoire, je crois, le Burkina, le Mali et autres, où tous les spécialistes de l'aviation civile sont arrivés pour réfléchir à comment faire vraiment décoller, comment faire décoller le Corsia, le rendre plus concret et trouver une solution à l'émission des CO2 au niveau des évaluations et des États membres de l'OACI. D'accord. Le dernier sujet très rapidement, Loïc, cette fois, c'est par rapport donc au cyclisme togolais, le Tour du Fartour, c'était il y a encore quelques jours. Le Togo qui perd, il faut le dire, finalement, c'est pédale, hein. Non, mais écoute, notre pays est malade dans tous ses compartiments. Le sport pas mieux. Et ça, tu le sais, le football, et aujourd'hui, c'est le cyclisme. Et tu te rends compte que du 26 octobre au 4 novembre dernier, il y a eu le Tour international du cyclisme de Faso, un événement mondialement médiatisé qui connaît à l'affluence ou la participation de plusieurs pays, de plusieurs cyclistes du monde entier. Et à notre grande surprise, le Togo, sur les 10 étapes, 10 étapes étaient prévues pour ce Tour cycliste. Le Togo, les cyclistes togolais n'ont pas pu dépasser 3 étapes. Je dis bien, on ne parle même pas de gagner. Nous ne disons pas de gagner des étapes, mais juste, ils n'ont pas pu dépasser 3 étapes. Ils ont craqué, ils étaient fatigués, ils ont dû abandonner. Tu imagines? Et la question, c'est pourquoi le cyclisme togolais peine à décoller. Entre-temps, il y avait un ancien président qui dirigeait cette fédération. On a cru que c'était ça, qu'on avait eu le public était mal géré, les cyclistes ne sont pas pris en charge comme il se doit. Un nouveau président arrivé à la personne de Dieudonné Gagou, avec lui, c'est pire, on a l'impression que c'est de plus en plus pire, le cyclisme est totalement à terre jusqu'à ce que, comme au niveau des autres sports, comme le football et autres, il y a une mauvaise gestion des ressources humaines, des ressources financières, et comme ça, on va se faire humilier à l'étranger. C'est parce que peut-être les Togolais ne suivent pas trop cette discipline, qui ne sont pas au courant de cette épargne de nos cyclistes. Et nous disons sûrement qu'on a des cyclistes talentueux, mais sauf qui n'ont pas de la compétition à la région, qui n'ont pas peut-être même les vélos qu'il faut dans les entre les cuisses, et qui n'ont pas les moyens
de pouvoir se recueillir avec des clubs internationaux qui ont de la compétition dans les gens. La preuve, ils ont abdiqué après 3 étapes. Le reste, c'est à découvrir dans Flambeau des démocrates ce matin. Loïc Lawson sur Taxi FM. Loïc, merci beaucoup. Merci à toi, Eric, à toi. Allez, bonne journée. Bonne journée, mon frère. Qu'est-ce qui est là? C'est Michel Tchadia. Michel, bonjour. Merci de nous avoir rejoints, Michel. Bonjour. Bonjour, Eric. Merci de nous avoir rejoints, Michel. Et ce matin, vous aussi, vous revenez sur la prolongation du recensement électoral dans les 2 zones, probable retrait de l'Union des forces de changement de la CENI et la date du 20 décembre alors, Michel, c'est votre interrogation. Oui, Eric, tu sais que depuis mardi soir, toutes les délégations qui étaient à Conakry pour discuter avec Alpha Condé de la situation sociopolitique du Togo, ou bien qui avait discuté avec le président Alpha Condé de comment résoudre la crise togolaise. Toutes ces délégations sont revenues. Je vais parler de la délégation de la C14 du pouvoir unir et les représentants de la commission de la CEDEAO. Tous ont quitté la capitale Conakry. Mais depuis que les 2 protagonistes de la crise togolaise sont rentrés au pays, ils se réservent jusqu'à ce jour de parler à l'opinion. Et donc, que ce soit l'opinion nationale ou internationale, on ne sait pas concrètement qu'est-ce qui a été dit là-bas. Oui. Mais nous, les hommes des médias, nous sommes allés aux nouvelles. Et depuis qu'on a pris, on apprend que il serait possible de prolonger le recensement dans les 2 zones, soit 3 jours par zone. Et aussi, il semble que l'IFC serait prié aussi de quitter la CENI. Sur le premier aspect de la chose, notamment la prolongation du recensement dans les 2 zones, vous savez que pour en tout cas enrôler les gens en 6 jours dans les 2 zones, il faut quand même dire que 10 à 15 jours peuvent être en tout cas utilisés pour ces opérations-là. Et sur le second aspect, notamment le retrait probable de l'IFC de la CENI, vous savez, et vous avez écouté un peu partout certains responsables de l'IFC qui crient orbi que seul Dieu pourra les faire quitter de la CENI, parce que si c'est entre les humains, ils n'ont pas encore vu celui-là qui pourra les faire quitter la CENI. Et là, alors, quand on voit toutes ces difficultés actuelles, on se pose la question, où est alors la date du 20 décembre, d'autant plus que cette date du 20 décembre, ce n'est pas le gouvernement togolais, ce n'est pas la CENI qui a fixé cette date, c'est la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui a fixé cette date. Et maintenant tout se passe et personne ne dit rien par rapport à cette date-là. C'est pourquoi nous sommes revenus pour nous poser la question de savoir et la date du 20 décembre dans tout ça. Et si jamais il y a ces réajustements, alors que la date du 20 décembre, mais ça va être un peu compliqué. C'est ce qui nous a amené à nous poser cette question. D'accord. En tout cas, au niveau de la Cour constitutionnelle, on tient à ce 20 décembre et un séminaire d'ailleurs entre les membres a eu lieu hier. On en parlera un peu plus tard. Alors, autre sujet toujours lié à l'actualité politique, c'est par rapport donc aux manifestations politiques du samedi prochain de la coalition. Je ne sais pas s'il faut l'appeler coalition de 14 ou de 13 par rapport à ça. Mais en tout cas, le PNP, lui, se désolidarise encore de la C14. Hein. Ah oui, vous savez qu'un peu avant que la délégation de la C14 ne quitte Lomé pour Conakry, elle a annoncé par la voix du docteur Kampati que le samedi prochain, il y aura une gigantesque marche de la C14 dans les rues de Lomé et de l'intérieur.
pour, disent-ils, faire pression sur le gouvernement togolais pour soulever le peuple togolais pour dire au pouvoir en place que ils sont là, ils sont capables de quelque chose dans ce pays. Alors, la réaction du peuple ne s'est pas fait attendre parce que nous avons appris que l'un des responsables de la C14, notamment M. Tchachki, aurait signifié clairement à la C14 que comme de par le passé, en tout cas ces derniers temps, ils ne prendront pas part à cette marche-là. Pour eux, il va falloir patienter. Et nous avons trouvé cette attitude responsable de la part du PNP. Pour eux, il va falloir patienter pour attendre l'issue des négociations, donner un peu du temps à la CEDEAO qui prend de la peine à nous aider à régler la crise sociopolitique. Et donc, du coup, quand tout le monde sait au Togo que c'est le PNP qui, depuis le 19 août, est pourvoyeur, entre guillemets, des troupes, alors, est-ce que le reste de la C14 pourra d'abord maintenir la marche, puisqu'ils sont revenus depuis la Nigérienne, maintenir la marche, et est-ce qu'ils pourront mobiliser comme de par le passé? Quand on sait que depuis 2010, que ce soit avec le FRAC, et puis en 2012 avec le CST, Jean-Pierre Fabre et ses amis n'ont jamais voulu, n'ont jamais pu mobiliser autant de gens pour inquiéter le pouvoir en place. Et donc, on se pose la question, si jamais il sortait et que la marche ne faisait flop, il faut le dire ainsi, mais est-ce que ça augure de jours, en tout cas, radieux pour cette C14-là. Donc, disons que le PNP a compris, parce que au niveau de la C14, il faut le rappeler, il y a une aile dure tendance ANC qui tente à tout moment de dicter son point de vue, et c'est souvent cette aile-là qui est tellement, disons, a une propension pour des marches intempestives. Et le PNP, qui a, en tout cas, qui est à l'origine de l'exaspération de cette crise depuis le 9 août 2017, vraiment est en train de comprendre et prend de plus en plus sa distance lorsqu'il s'agit de faire sortir les militants dans le pays. Donc, une fois encore, le PNP a compris raison et ne veut pas s'associer à ces marches-là qui ne donnent pratiquement rien. Bon, ben écoutez, on va lire l'article dans le journal, c'est à la page 3. Et puis ce sujet, ça se passe au port autonome de Lomé. Vous voulez parler de la grogne à la capitainerie, c'était hier, 8 ans de service sans contrat, et les agents de la sécurité portuaire aujourd'hui s'indignent clairement, hein, Michel. Oui, nous avons, notre rédaction a été informée hier matin, comme quoi il y a grogne à la capitainerie du port. Nous avons dépêché un reporter qui est allé constater ce qui se passe là-bas, qui a essayé de voir, interroger les agents portières de la sécurité portière qui faisaient un sitting pour dénoncer leurs conditions de travail. Vous savez, ce n'est pas tous les agents de la sécurité portière qui manifestaient hier, c'est une partie, disons à peu près 50 agents, qui depuis leur recrutement en 2011 jusqu'à ce jour n'ont pas un contrat en bonne et due forme. Mais il y a une autre partie, soit 50, un peu plus de 50 agents, qui eux bénéficient de tous les droits et qui déjà le 25 du mois ont leur salaire, mais le reste, c'est-à-dire les 150 autres, attendent jusqu'à 7-10 du mois avant d'avoir leur salaire. Parce que, en tout cas, le deuxième groupe dont je parlais, c'est-à-dire les 50 agents, ils étaient là au port, ils étaient recrutés même depuis le temps du directeur Agomé. Et après le départ d'Agomé et du
du colonel Belé, ils n'ont pas, leurs conditions de vie n'ont pas évolué. Et c'est avec l'arrivée du contre-amiral Adénon qu'ils ont été intégrés en 2009. Et maintenant, quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2011, on a recruté les autres. Mais sauf que ce deuxième groupe, jusqu'à hier matin, vraiment traverse des conditions difficiles. Ils n'ont pas des avantages. Ils sont traités comme des occasionnels, alors que c'est sur un test qu'ils ont été recrutés. Et ils font le même travail que l'autre groupe, mais il y a cette ségrégation, cette discrimination où les gens font le même travail, le même boulot, mais un groupe est bien traité. Je vais vous donner un exemple banal. Il n'y a pas longtemps, on les a dit sur les règlements, parce que quand il pleut, il faut que ces agents-là de la sécurité portière, ils sont partout, il faut qu'ils se protègent. Mais on a donné les règlements à ce petit groupe-là. Et le reste, ils n'ont pas. Alors qu'ils font le même travail que quand il pleut. La pluie sélectionne un groupe et laisse un autre. Vous voyez? Donc, c'est ce genre de situation, ce genre de conditions dans lesquelles ils travaillent, qu'ils ont tenu à dénoncer hier. Et il faut rappeler aussi que sur leur bulletin de paie, on les prélève tout, mais ils ont fait des démarches au niveau de la Caisse nationale sociale. Il semble qu'on ne verse pas leur cotisation là-bas. Et puis, sur leur bulletin de paie, tous sont des célibataires, alors que des gens sont là-bas, ils ont des enfants, ils sont même à l'université. Donc, on ne veut même pas leur situation matrimoniale, on ne veut même pas en savoir. Et donc, ces conditions de travail difficiles les ont poussés hier à sortir, faire un sitting à la capitainerie. Et nous avons appris aux dernières nouvelles, avant de quitter la rédaction, que le commandant de la capitainerie, M. Sam, l'aurait reçu et d'après les discussions, ce dernier a promis porter leurs revendications à qui de droit. Et donc, du coup, ils ont demandé de ce soir leur manifestation, en tout cas, cette grogne-là jusqu'au 6 décembre, le temps pour la direction du port de régler une fois de bon cette situation. Sinon, ils vont déclencher après cette date-là d'autres actions de désespoir pour se faire entendre. Donc, c'est une situation qui dure depuis 8 ans, près de 8 ans, où des gens vraiment vivent dans des conditions exécrables. Et donc, ils ont voulu se faire entendre. Ce n'est pas la première fois. Et ils ont dit, ils ont à chaque fois tenté de voir le directeur général du port. Depuis 8 ans, il les a reçus seulement 3 fois. Ils ont vu les directeurs de département et depuis là, leur situation n'a jamais évolué. C'est pourquoi hier, ils étaient vraiment déterminés et ils ont observé ces sittings-là. Espérons que les responsables de en tout cas, le directeur général du port et ses collaborateurs auront une oreille attentive pour régler une fois de bon ce problème-là. Ben, écoutez, tous ces sujets-là, on les lira donc dans votre journal Ouara, les vainqueurs dans les caisses que ce jeudi. Merci beaucoup, Michel Tchadja. Merci beaucoup, Eric, et bien des choses à tous nos amis de taxi. Merci et bonne journée à vous. Ok, bonne journée, Eric.